Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le fait marquant de l'actualité en ce mercredi 29 septembre. Il s'agit du jugement du tribunal européen au sujet de l'annulation des décisions du Conseil européen des accords agricoles et de pêche avec le Royaume du Maroc. S'en est suivi une déclaration conjointe haute en symbolique. Elle émane du haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la sécurité, également vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, et du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, où les deux partenaires s'engagent à garantir la poursuite et la stabilité des relations commerciales entre les deux partenaires historiques. Nous en parlons en compagnie du professeur en relations internationales et droit international à l'université Mohamed V de Rabat, Zakaria Abou Dahab, avec qui nous ferons le point sur ce que cette décision du tribunal européen implique, son contour juridique, mais aussi ses impacts économiques pour les deux rives de la Méditerranée. L'occasion également pour retracer les principales étapes de ce partenariat cinquantenaire entre le Maroc et l'UE, ainsi que les goulots d'étranglement de l'optimisation de cette coopération. Bienvenue à tous. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat par Skype le professeur Zakaria Abou Dahab. Bonsoir professeur, merci de répondre à nos questions ce soir. Bonsoir. Donc le tribunal de l'Union européenne a rendu aujourd'hui son jugement concernant le recours en annulation, donc l'annulation des décisions de ce Conseil européen sur les accords agricoles et de pêche avec le Maroc. Comment devrait-on interpréter cette décision du tribunal européen ? Bon, d'abord, il tombe comme un coup près, une surprise de toutes les façons, puisque déjà une première lecture montre que c'est pratiquement la même composition des juges, au nombre de 3, qui a statué en la matière par rapport à la décision antérieure de 2015 décembre, on s'en souvient, c'était comme hier. Cela d'une part, et d'autre part, il intervient dans un contexte quand même qui est assez différent de celui de 2015, on s'en souvient. Donc il y a des problématiques émergentes, il y a beaucoup de choses, le Brexit, tension avec l'Algérie, rupture du cessez-le-feu, etc. Alors, pour moi, pour les chers téléspectateurs, il faut tout simplement rappeler que le Maroc et l'Union européenne, en 2018-2019, avaient convenu de donner une effectivité aux accords les liant, notamment les accords sectoriels. On parle de l'accord sur la libéralisation des produits agricoles, pour dire de façon courte, et l'accord de partenariat sur la pêche, est donc entré en vigueur depuis cette date. Mais avant, il y avait un recours introduit par le mouvement séparatiste du Polisario. C'était, vous savez, en octobre 2012 déjà, à la suite de la conclusion de l'accord avec le Maroc. Et donc, du coup, en 2015, le même tribunal qui a statué aujourd'hui, qui a rendu la décision, avait considéré que l'accord ne devait pas concerner le Sahara marocain. Le Conseil européen, soutenu par la Commission européenne avec d'autres pays de l'Union européenne, avait interjeté appel. Et en décembre 2016, donc, la Cour de justice de l'Union européenne avait, considéré que le Maroc et l'Union européenne pouvaient conclure des accords sectoriels à condition que le fruit de l'exploitation profite en priorité aux habitants du Sahara. Voilà, bon, après, je pourrais revenir aux détails de cette décision qui est tombée aujourd'hui, qui est, à mon sens, suscite beaucoup d'interrogations. Absolument. Et nous allons justement peut-être même répondre à beaucoup de ces interrogations dans votre compagnie ce soir. Donc, je veux revenir sur ce passage du communiqué de presse du tribunal qui a rendu compte donc de cette décision. Je cite, le tribunal annule ses décisions en maintenant leurs effets pendant une certaine période afin de préserver l'action extérieure de l'UE et la sécurité juridique de ses engagements internationaux. Ce qui m'interpelle, professeur Abou Dahab, c'est le cadre juridique du maintien des effets pendant une certaine période. Que vaut cela juridiquement, vous qui êtes un expert en droit international, professeur Abou Dahab? Doublement, d'abord du point de vue du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier l'article 263 qui est cité expressis verbis par la décision. Donc, simplement, cette décision n'aura pas un effet suspensif des accords existants.
tels qu'ils ont été revus et corrigés, ce qui va laisser, du point de vue de la protection des intérêts des uns et des autres, un temps dit raisonnable qui, normalement, celui de 70 jours, pour qu'ils puissent, par exemple, interjeter appel, procéder à des négociations, réadapter, etc. Donc, cela permet de préserver, si vous voulez, un peu les avantages acquis de ce point de vue pour que la décision elle-même ne soit pas attaquée ou attaquable. Deuxième aspect, c'est du point de vue de l'accord d'association liant le Maroc à l'Union européenne, entré en vigueur le 1er mars 2000, qui lui aussi prévoit dans ses clauses la nécessité de prendre en considération les intérêts des deux parties et notamment préserver les avantages acquis. Donc vous voyez, tout simplement, et à la différence de l'imbroglio créé par la décision de décembre 2015, les juges se sont un peu rattrapés, ils ont été clairs, donc en aménageant cette phase de transition pour que les parties concernées puissent réajuster le tir et puis voilà, défendre leurs intérêts. Là, je voudrais revenir avec vous à cette date du 12 février 2019 où les députés européens avaient donné leur feu vert à la conclusion d'un nouvel accord de pêche avec le Maroc qui inclut explicitement les provinces du sud marocain dans son champ d'application, et ce, malgré l'arrêt un an plus tôt de la Cour de justice européenne. Donc finalement, c'est un scénario qui se répète, et on le remarque à travers ces dernières années. Pourquoi c'est un scénario qui revient à chaque fois et qui entrave quelque peu ce partenariat hautement stratégique entre le Maroc et l'UE? Comme vous le dites, Madame Ihsan, c'est un scénario un peu kafkaïen, si ce n'est hitchcockien. Et là, c'est comme une sorte de partie de ping-pong. En 2019, oui, on s'en souvient, les eurodéputés sont revenus à la raison et se fondant sur la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne 2016, et d'ailleurs à laquelle on avait déjà consacré une émission, vous étiez là, ce qui s'est passé, c'est que le tribunal, qui est, si vous voulez, une juridiction de première instance, a considéré comme grief que l'Union européenne, notamment le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, n'avaient pas pris en considération les conclusions de la décision de 2016 en particulier, bien entendu, qui a corrigé ou réformé la décision de 2015. Ça veut dire que les populations, d'après ces allégations, n'étaient pas concernées. Quand je dis les populations du Sahara, d'accord, alors il y a des termes qui sont employés dans la décision d'aujourd'hui, comme le peuple du Sahara dit occidental. On parle également de la représentativité exclusive, on parle de l'effet relatif des traités, on parle du consentement préalable, etc. Ce qui fait que nous sommes dans une logique, certes, de droit, mais au fond, c'est une logique politique. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut maintenant faire, c'est de clarifier une fois pour toutes les choses avec l'Union européenne et de dire justement à la Cour de justice de l'Union européenne dans sa globalité qu'elle ne saurait se substituer à l'Organisation des Nations Unies et en particulier au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations Unies. À aucun moment, ces deux institutions ne considéraient ou n'attribuaient l'exclusivité de la représentation au Sahara au soi-disant Polisario. Vous voyez, donc on peut revenir au terme de cette décision. Il a critiqué, il a démonté même pour souligner justement son caractère très, très, très impartial. Pourquoi ? On l'a remarqué, le souverain l'a rappelé dans son dernier discours, le Maroc fait l'objet d'attaques frontales mais aussi indirectes ces dernières années de partenaires européens, certains historiques, d'autres non, mais voilà, c'est un fait et ça s'est concrétisé à travers plusieurs dossiers. Sans les citer, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pourquoi autant de subjectivité de la part de ces autorités ? Moi, je crois que, sincèrement, les magistrats du tribunal de l'Union européenne ne mesure pas la dangerosité des propos similaires dans un contexte extrêmement délicat, non seulement en région d'Afrique du Nord, compte tenu de la tension quasiment chronique, mais aussi dans la région sahélo-saharienne. Deuxième élément, je crois que ces magistrats avaient plus ou moins tenté de profiter d'un contexte de crise entre le Maroc et l'Union européenne, et notamment à la suite d'une décision qui a été rendue en juin 2021 par le Parlement de l'Union européenne sur la question de la migration, la Convention sur la protection des droits des enfants, etc. Ils étaient plus ou moins enrobés dans cette logique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une partie de ping-pong entre le tribunal de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne qui pourrait intervenir en seconde analyse ou en second ressort,
et les institutions de l'Union européenne, notamment le Conseil de l'Union européenne, qui est le Conseil des ministres tout simplement, et la Commission européenne, qui est le principal exécutif de l'Union européenne. C'est un problème d'abord interne à l'Union européenne. Ça pose des problématiques en termes de corrélation ou de coordination, à mon sens, entre le droit de l'Union européenne et le droit international, notamment confiné dans le cadre de la Charte des Nations unies et sa pratique subséquente. Donc, on ne saurait éviter de dire que la décision d'aujourd'hui, du 29 septembre 2021, avait une coloration politique manifeste. Très bien. Alors, coloration politique peut-être, mais les faits sont là et surtout les chiffres sont là. Ce partenariat entre le Maroc et l'Union européenne, il est aujourd'hui cinquantenaire. Un peu plus d'un demi-siècle de rapprochement entre le Maroc et son partenaire historique. On va rappeler que c'est le premier partenaire commercial et économique du Royaume du Maroc. Si on revenait peut-être sur les dates clés à rappeler et à ne pas justement négliger sur cet accord entre le Maroc et l'Union européenne, ou plutôt ce partenariat pour être beaucoup plus historique, professeur Abou-Taheb. Absolument. C'est un partenariat qui est très singulier, exemplaire au sein de la région MENA, Middle East and North Africa, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Le Maroc est pionnier en la matière puisque c'est pratiquement le premier pays de la rive sud de la Méditerranée à avoir engagé des négociations devant aboutir à la conclusion d'un accord d'association. Vous savez, c'était sous l'ère de feu le roi Hassan II, en 63 déjà. Et donc, en 69, le premier accord dit d'association, qui était purement un accord commercial. En 1976, il y a eu renégociation de l'accord antérieur, ce qui a donné lieu à un accord de coopération qui était marqué par l'idéologie de l'époque, notamment celle du développement international. En 88, consécutivement à l'adhésion de la Grèce en 81, l'Espagne, le Portugal, au sein de la CE à l'époque, la Communauté économique européenne, en 88, il y a eu conclusion d'un protocole dit d'adaptation en vue de tenir compte des avantages traditionnel du Maroc au sein de ce marché, compte tenu de l'article 25 de l'accord de coopération de 1976. 95, c'est en novembre, c'est la grande conférence ministérielle de Barcelone qui avait donné lieu à une série d'accords d'association, non seulement avec le Maroc, mais avec d'autres pays comme la Tunisie, la Jordanie, l'autorité palestinienne, etc. C'était l'ambiance géopolitique du moment. Et nous avons conclu un accord d'association avec 3 volets interdépendants, le volet politique, le volet économique financier et le volet technique, social, humain, etc. Entré en vigueur le 1er mars 2000, parce qu'il fallait d'abord le feu vert du Parlement européen, le feu vert des parlements de tous les pays membres à l'époque de l'Europe des 12. 2012, concrétisation des premiers éléments de ce partenariat à travers la mise en place de la zone de libre-échange. Et puis, comme vous le savez bien, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, en 2013, il y a eu une négociation pour élaborer un accord dit ALECA. Au départ, on l'appelait l'ALEGA, mais ça, peu importe. C'est l'accord de libre-échange complet et approfondi devant inclure d'autres éléments. Tout à fait. Et au-delà, il y a d'autres éléments, bien sûr, la mobilité, le règlement des différends, il y a les questions de la coopération en matière migratoire, sur le plan institutionnel, l'adhésion du Maroc à des agences européennes comme Eurojust, le statut avancé, il ne faut pas l'oublier, en octobre 2008, qui constituait quand même une feuille de route extrêmement importante. Et en 2019, d'ailleurs, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Ihsan, la déclaration conjointe rendue par le ministère marocain des Affaires étrangères et le représentant de la politique étrangère, de la sécurité. C'est ce qu'on appelle le sommet des 2 rives en juin 2019, qui a ouvert des perspectives stratégiques, malheureusement un peu bridées ou ralenties par la Covid-2019. Maintenant, il s'agit tout simplement de reprendre tous ces éléments, de réactiver et régler, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois pour toutes, ce contentieux qui n'a que trop duré. Sur la base de cette déclaration conjointe, moi je parlais d'une symbolique. Est-ce que vous partagez cela, professeur Abou-Taheb, surtout que dans cette déclaration conjointe qui émane, si on peut les appeler ainsi, les 2 chefs de diplomatie qui représentent les 2 partenaires, d'un côté l'UE et de l'autre le Maroc, on parle d'un partenariat euro-marocain de prospérité partagée, celui que vous disiez a été lancé en juin 2019. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que, selon vous, quels sont les scénarios dans 2 mois par rapport à cette décision aujourd'hui du tribunal sur la base, n'est-ce pas, de cette déclaration quand même, avec ces mots assez forts de la Commission européenne? Donc, si j'ai bien compris, la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne veulent rassurer le Maroc. C'est un peu le même scénario quand Mme Mogherini était venue au Maroc.
C'était au lendemain de l'adoption de la décision de décembre 2016, mais à l'époque, le Maroc avait pris une décision un peu, on va dire, percutante. Il a décidé de suspendre tout contact avec les institutions européennes. Le scénario que j'entrevois, potentiellement, premièrement, interjeter appel de la part du Conseil de l'UE soutenu par la Commission européenne et par des pays de l'Union européenne. Ce pourrait être la France, ce pourrait être d'autres pays. Quel est le poids, justement ? Qu'est-ce que ça rapporte ? Parce que finalement, cette Commission européenne représente bien des pays. Si des pays se joignent justement à cet appel-là, qu'est-ce que ça change ? Juste pour qu'on comprenne un peu davantage cet aspect-là. Tout à fait, Madame Hersen. Ils peuvent dépêcher des représentations, nommer des experts pour aider la prochaine composition des juges à mieux analyser et à mieux interpréter, parce que le mot-clé ici, c'est interprétation. Alors, quand j'interprète, en fait, j'utilise une certaine subjectivité, parce que le tribunal d'aujourd'hui a interprété. On dit en arabe ta'wil, même parfois tafsir. Donc, qu'est-ce que nous entendons par peuple, entre guillemets, du Sahara occidental ? Qu'est-ce que nous entendons par représentation des populations du Sahara ? Qu'est-ce que nous entendons par le consentement des populations ? Mais est-ce qu'on a interprété aussi ? Qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce que finalement, le dernier scrutin législatif, le triple scrutin, que dis-je, législatif, régional et local, où le taux de participation a battu tous les records dans les provinces du Sud, est-ce que cela a été tout simplement ignoré dans l'interprétation que vous évoquez, professeur Aboudab ? Absolument. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, une partialité incroyable, c'est tendancieux. À aucun moment on a évoqué les droits historiques du Maroc, par exemple, et sa politique de mise en valeur des territoires, qui, non seulement sur le plan des élections, vous l'avez si bien dit, Madame Hersen, mais également sur le plan économique. Elles sont en avance par rapport aux autres. Sur le plan de l'indicateur de développement humain, c'est très important. Et j'ai l'impression que les juges, la même composition qui s'était constituée en décembre 2015, voulaient un peu, entre guillemets, rendre la monnaie, puisque leur décision antérieure a été cassée ou tensée par une autre formation collégiale qui s'était constituée en décembre 2016. Malheureusement, cela prouve que la décision était tendancieuse et finalement, elle n'est pas objective et elle n'a même pas respecté l'existant en ce qui concerne le rôle plus ou moins exclusif de l'ONU en la matière. On le sait puisque le Maroc, quand bien même il était revenu au sein de l'Union africaine en janvier 2017, avait considéré que le conflit du Sahara marocain doit rester l'apanage de l'ONU et en particulier le Conseil de sécurité et bien entendu l'Assemblée générale des Nations unies dans le cadre de la 4e commission. Est-ce qu'on peut parler d'une espèce de fragmentation ou en tout cas de nouvelles réalités géopolitiques et économiques ? Vous avez évoqué tout à l'heure le Brexit, il y a aussi la crise sanitaire et aussi quelques disparités au sein même de cette Union européenne. Aujourd'hui, est-ce que cette crise Covid-19 n'a-t-elle pas finalement exacerbé quelques fractures qui existaient déjà depuis la crise de 2008 sur un plan purement économique, sans évoquer les idéologies souverainistes ou autres. Mais est-ce que cette crise-là n'a pas fait que finalement accroître ce gap entre les pays qui forment cette Union ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, d'abord, l'impact considérable du Brexit sur l'ensemble aujourd'hui des 27 pays. Deuxièmement, la Covid-19, on a vu combien l'Union européenne au départ était déstabilisée et n'a pas pu activer de façon collective les mécanismes de défense. Le chacun pour soi, après, est revenu à la charge pour prévoir ou préconiser un plan de sauvetage et de soutien de l'économie qui se chiffre par des centaines de milliards d'euros. Troisièmement, d'autres pays connaissaient des transitions politiques, si vous voulez. Par exemple, si je cite l'Allemagne, avec la fin des 4 mandats de Mme Angela Merkel et la victoire en termes relatifs du SPD, c'est-à-dire le Parti social-démocrate. D'autres pays connaissent également des secousses, si vous voulez, par-ci, par-là.
en termes de stabilité politique, etc. Et je ne peux évidemment que dire que même l'Union européenne est divisée sur un certain nombre de questions géopolitiques, que ce soit par exemple au niveau de l'Afghanistan, que ce soit la crise syrienne, que ce soit quand bien même il y a une certaine coordination. Et je crois que la décision intervenue aujourd'hui, le 29 septembre 2021, ce matin, est influencée ou marquée par ce contexte géopolitique et également économique que traverse l'Union européenne depuis quelques années déjà. Oui, comment justement le Maroc peut-il même se positionner, même se repositionner par rapport à ces nouvelles réalités géopolitiques et économiques, et en l'occurrence par rapport même à cet ALECA que vous avez cité tout à l'heure, l'accord de libre-échange complet et approfondi, qui est, rappelons-le, au point mort depuis 2015. Est-ce qu'il ne faudrait pas le revisiter, le revoir et se repositionner, en l'occurrence en tant que peut-être partenaire, certes, mais aussi sur la compétitivité, un élément qui est là, de l'autre côté de la Méditerranée. Tout à fait, Madame Ihsan. Vous l'avez si bien dit, les négociations devant aboutir à la conclusion d'un accord de libre-échange complet approfondi sont au point mort, pratiquement, point mort, pardon. Normalement, cet ALECA devait également conduire à l'établissement d'un espace économique commun, tel que cela est prévu dans le cadre du statut avancé de 2008. On avait, à un moment donné, parlé de la convergence réglementaire, l'approfondissement du partenariat stratégique, l'organisation de rencontres annuelles. Mais vous savez, depuis mars 2010 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus eu de sommet entre le Maroc et l'Union européenne. C'est vrai que ce qu'on appelle les printemps arabes avait impacté ce partenariat, quelque part, parce que la politique européenne de voisinage avait un peu modifié, si vous voulez, ses priorités et son agenda. Mais il est nécessaire, à mon sens, aujourd'hui, de clarifier davantage la relation entre le Maroc et l'Union européenne, à la lumière d'autres variables, si vous voulez, notamment la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur l'Union européenne, sur le Sahara, et je crains que l'Union européenne ait pris cette décision, c'est-à-dire l'Union européenne, la Cour de justice, pour rendre la monnaie en quelque sorte aux États-Unis, plus ou moins. On s'en souvient, il y avait un incident avec l'Allemagne au moment où elle présidait le Conseil de sécurité au lendemain de la décision de M. Trump, c'était en décembre 2020. Et c'est la raison pour laquelle il est temps aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre de facteurs, internes et externes, ce qui se passe également en Afrique subsaharienne, nous ne sommes pas très loin, au Mali, en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, dans d'autres pays comme la Sierra Leone, il faut prendre en considération aujourd'hui tous ces éléments pour redéfinir une fois à jamais les termes d'un partenariat revisité entre le Maroc et l'Union européenne. Est-ce que c'est pour cela que justement l'Union européenne, et ne parlons même pas du cas du Maroc, ressort parfois quelques cartes par rapport à ces pays-là, à chaque fois qu'on sent qu'il y a une espèce de croissance ou même, dirais-je même, d'évolution positive, que soit-elle économique ou socio-économique ou même démocratique. Donc est-ce que finalement ce jeu-là n'est-il pas révolu aujourd'hui, en 2021, après ce que l'on vient de passer après cette pandémie de Covid-19? Tout à fait, en quelque sorte, puisque la décision peut être interprétée à partir de plusieurs angles de vue, notamment son impact géopolitique. Mais comme disait Sun Tzu, vous savez, c'est un grand stratège chinois plus que millénaire, l'essentiel, c'est de ne pas croire en la défaite. De toutes les façons, on aura toujours des escarmouches ça et là, mais ce que je voulais dire, Madame Ihsan, c'est qu'au sein de l'Union européenne, c'est un construit qui est très particulier, c'est une organisation qui est très hybride. Vous savez que la Cour de justice de l'Union européenne a précédé la communauté économique européenne, elle a été mise sur pied en 1952, donc bien avant l'institution de la communauté économique européenne par le traité de Rome du 27 de mai ou de mars 57. Ça d'une part. D'autre part, les juges de l'Union européenne, de cette Cour, je ne parle pas de la Cour des droits de l'homme, qui, elle, fait partie du Conseil de l'Europe, ont en quelque sorte une sorte de doxa. Voilà, ils ont une sorte de doxa, ils se considèrent comme étant les protecteurs du droit européen, ceux qui veillent
sur sa bonne application, soit, oui, d'accord, on peut dire cela, mais lorsqu'on examine, si vous voulez, les attendus ou les éléments de la décision ou des décisions rendues, on n'est pas très loin de considérations géopolitiques ou politiques, car le droit, d'abord, ce n'est pas quelque chose de sacré. Le droit, c'est une bonne chose, c'est vrai. Ça permet de réguler les relations sociales, d'éviter les tensions, d'activer les principes de paix, de coopération, de bon voisinage. Nous sommes d'accord là-dessus, mais les juges ne sont pas des prophètes, ce sont des humains qui peuvent se tromper. C'est la raison pour laquelle il y a toujours cette possibilité de faire appel. Il y a deux procédures, soit un appel en une décision d'annulation, soit une décision en réformation. Soit on attaque le fond et la substance des choses, soit carrément on se contente des questions de droit. Mais je crois que le Maroc va sortir fort, c'est mon sentiment, de ce genre d'épreuve, de ce genre de bataille juridique, alors qu'il se lance dans la mise en valeur de ces provinces du Sud, qui sort du lot, qui se démarque de la région dans une région qui est trouble, qui passe des périodes de turbulence. Voilà parfois des décisions qui lui rappellent que, en fait, nous ne sommes pas encore arrivés à la ligne d'arrivée et que nous avons encore des batailles à mener à l'avenir. Et que le Maroc dérange. C'est le cas de le dire, en mettant bien sûr le mot déranger entre guillemets. Merci beaucoup, professeur Zakaria Aboudab. Merci de nous avoir expliqué un peu les tenants aboutissants de cette décision du tribunal européen d'annuler, n'est-ce pas, cet accord de pêche et agricole entre le Maroc et l'Union européenne. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci de l'invitation. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée.